Alors bonjour, monsieur José Rodriguez dos Santos. Donc on vous accueille aujourd'hui sur la chaîne pour votre dernier livre, La femme au dragon rouge, et puis peut-être pour vous poser quelques autres questions rapides, parce que eh bien sur la chaîne nous avons chroniqué, enfin j'ai chroniqué beaucoup de vos livres parce que j'aime beaucoup vos livres parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses et en plus d'une manière extrêmement didactique et intéressante. Alors merci d'avoir accepté déjà cette interview. Bonjour à vous. Bonjour, c'est mon plaisir. Merci. Alors la première question, elle est assez simple, c'est savoir quel est votre moteur en fait pour choisir les sujets et pour écrire vos livres, parce que vous avez beaucoup de sujets, vous avez traité beaucoup de sujets, vous avez fait des livres historiques, des livres sur la religion, des livres sur la physique, sur la spiritualité, sur les extraterrestres, etc. Et comment vous choisissez vos sujets en fait? Qu'est-ce qui vous motive en fait pour écrire vos livres? Je dirais que ma source est la réalité. Alors, ce que je cherche, en effet, c'est la connaissance. Si vous voyez, mes romans, comme vous avez dit, ils touchent à des sujets tout à fait différents. Mais vous savez, en général, quand on envisage la réalité, nous, en tant qu'êtres humains, essayons de, euh, disons, faire une segmentation de la réalité. On encadre un sujet ici, un sujet là, mais la réalité, elle ne connaît pas de frontières. Les choses sont toutes elles liées les unes aux autres. Quand on dit oui, bon, il y a la biologie et il y a la physique. Mais qu'est-ce que la biologie? La biologie, c'est la chimie complexifiée. Et la chimie complexifiée, c'est la physique complexifiée, disons aussi. Alors, tout est lié d'une certaine façon. Et quand je travaille dans mes romans, je travaille sur la connaissance de la réalité. Et elle ne connaît pas des frontières. Alors, quand on lit chaque roman, il peut toucher soit la politique, soit l'histoire, la religion, la philosophie, la science. Bon, il y a même un roman sur l'économie qui n'est pas traduit en français. Alors, Ah, tous quel les sujets dommage. de connaissance sont importants, mais c'est comme un puzzle qui on monte et on va voir les choses. euh, on aura une image complète à la fin. Par exemple, beaucoup de mes romans, en effet, sont des réflexions sur le sens de la vie. Et on peut toucher à ce sujet de plusieurs façons. Par exemple, avec la formule de Dieu, on touche au sujet par le biais de la physique. Mais dans le signe de vie, on touche au même sujet par le biais de la biologie. Et avec immortel, on touche au même sujet par le biais de l'intelligence artificielle. Alors, nous touchons toujours sur le même sujet, mais de différentes perspectives, de différentes approches. Et c'est ça ce que me motive à écrire ces romans. Alors justement, vous en parliez dans vos livres, La formule de Dieu, La clé de Salomon et Signe de vie. Dans d'autres également, vous l'avez expliqué. Mais dans ces trois-là, j'ai trouvé que vous parlez souvent en fait de spiritualité et de d'intelligence en fait derrière les lois de la physique, d'intelligence derrière la création, derrière la nature, mais aussi derrière la vie. Et en fait, j'avais une question par rapport à ça. Vous avez fait aussi des livres de critique des monothéismes, c'est-à-dire surtout de l'islam et du christianisme, en tout cas pour ce qui est traduit en français. Et donc, je voulais savoir si vous pensez que l'Occident manque en ce moment de spiritualité et évacue un petit peu rapidement la question de Dieu au profit d'un matérialisme athée, d'un rationalisme comment dire, qui absorbe tout. Alors, le rationalisme, il est très important. C'est un instrument qu'on a développé avec Francis Bacon en Angleterre, avec René Descartes, avec Spinoza, qui nous permet d'ouvrir des portes, des mystères. Parce que qu'est-ce que la science, à la fin? La science, c'est un dialogue entre nous et la nature. Comment on fait ce dialogue? C'est pas en portugais, c'est pas en français, c'est en utilisant des expériences. On fait des expériences et chaque expérience, c'est une question qu'on pose à la nature. Et le résultat de l'expérience est la réponse que la nature nous donne. Et puis, c'est notre boulot de comprendre ces réponses et trouver des régularités
qui nous exprime des choses profondes sur l'univers. Alors, le rationalisme, il marche. Beaucoup de choses, même cet ordinateur par lequel on parle, a été développé grâce au rationalisme. Euh, mais la question ici qu'on peut se poser, c'est euh, est-ce que l'univers n'est que énergie et matière, et ça c'est l'hypothèse rationaliste, ou est-ce que derrière cela existe quelque chose de plus? Est-ce que nous existons simplement par hasard? Est-ce que nous sommes ici pour manger des frites et boire du Coca-Cola et voir la télé, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière l'existence? Un rationaliste vous dira, bon, la matière et l'énergie, c'est tout ce qu'il existe. Et mes romans proposent que oui, le rationalisme, il marche, il est vrai, mais il y a peut-être quelque chose de plus au-delà du rationalisme. Et c'est cet exploit, cette cette quête du sens de la vie que les rationalistes nient, mais sans pouvoir, parce que vous savez, nier le sens de la vie, quand je parle de sens de la vie, je ne parle pas de Dieu, attention, je parle d'une raison d'être. Euh, quand on nie, quand on dit je crois qu'il n'existe pas, le croire est une croyance, vraiment. Alors, la réponse finalement, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. Quand quelqu'un dit il n'existe pas, c'est une croyance, comme quelqu'un qui dit il existe effectivement. Et je cherche dans mes romans ces mystères derrière ce qui est évident. Il y a une phrase de Einstein qui est profondément mystique, c'est un dialogue qu'il avait avec son biographe, Abraham Paich, un juif portugais. Euh, Einstein, il a dit, et je le cite dans la formule de Dieu, raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist hier nicht. Voire, subtil est le Seigneur, mais malicieux, il ne l'est pas. Et son biographe lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Et il a dit, Dieu, voir la nature, voir la réalité, Dieu, il ne cache pas son mystère, pas parce qu'il est malicieux, mais grâce à sa majesté. Alors, la réalité, elle est très subtile. Elle cache ses secrets derrière cette majesté. Et c'est l'effort de mon œuvre de essayer de découvrir les ombres derrière ces, Derrière ce qui est ces voiles qui cachent euh, l'essence dernière des choses. Et c'est ça, c'est la raison pourquoi je touche dans chacun de mes bouquins à des sujets assez divers, mais qui nous montrent des différentes perspectives sur le sens de la vie. D'accord. Une dernière petite question sur ce sujet. Euh, pour aller dans votre sens, pour aller dans le sens de Einstein et de sa préhension spirituelle, je voulais savoir ce que vous pensiez, justement, vous, à titre personnel, de la philosophie de Spinoza. Parce que, sans faire quelque chose de compliqué, mais nous dire rapidement ce que vous en pensez, dans le sens où, moi, quand j'ai lu la formule de Dieu, et j'aime beaucoup Spinoza, j'ai eu l'impression que, eh bien, dans la formule de Dieu, il y avait des éléments pour donner raison à Spinoza. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je me trompe? Non, je pense que Spinoza, il avait une idée tout à fait différente. Il était le ultra-rationaliste, le ultra-cartésien. Tandis que, par exemple, chez Francis Bacon et Descartes, on trouve encore Dieu comme, bon, l'origine dernière des choses. Chez Spinoza, il dit non, pas du tout. Alors, c'est le ultra-rationalisme. Mais en effet, dans la science, finalement, on a découvert des choses qui sont fort mystérieuses. Et j'en parle en effet dans la Forme de Dieu et dans la Clé de Salomon, mais dans d'autres romans aussi. Par exemple, la physique quantique, il y a une chose très ésotérique chez la physique quantique, c'est que la réalité, elle existe grâce à la conscience. Ouais. Mais ça, c'est une chose étonnante parce que quel est le rôle de la conscience dans la création de la réalité? Ça ne fait aucun sens. Mais finalement,
C'est là dans la physique quantique qu'on trouve. Aussi, dans la mathématique, les théorèmes de l'incomplétude de Kurt-Gödel, qui nous montrent que le langage, qu'il y a des choses qui sont vraies dans la nature, mais qu'on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies. Et elle cache, comme Einstein disait, elle cache sa vérité derrière des voiles de, très subtil. Et, et voilà, alors, je pense que non, c'est pas très spinoziste, je dirais. Mais il faut aussi dire en défense de Spinoza, quand il a écrit ses bouquins, surtout l'éthique, il, euh, il ne savait pas sur les découvertes de Kurt Gödel ou de la physique quantique. Ça n'était pas connu à cette époque-là. La réalité, elle était déterministe, elle était mécanique. Et aujourd'hui, on sait que la réalité, dans son niveau plus profond, elle n'est pas déterministe, elle est probabilistique. Et c'est ça qui a beaucoup troublé Einstein, par exemple. Il a dit non, ça ne peut pas être probabilistique, ça doit être déterministe car Dieu, il ne joue pas au dé. Ouais. Euh, alors, la probabilité ne joue aucun rôle. Mais finalement, Einstein avait tort. On a effectivement démontré que les choses ne sont pas déterminées comme on le pensait dans le temps de Descartes et jusqu'à Einstein. En effet, il y a des mystères dans la nature. Et c'est mon boulot de le faire. Quand on part, par exemple, avec Signe de vie, Signe de vie touche à ce sujet que Jacques Monod, le grand biologiste français, il a écrit ce bouquin qui s'appelle L'hasard et la nécessité. Est-ce que la vie est un hasard, voire n'a aucun sens, ou ou est-ce qu'elle est la nécessité, voire elle est inscrite dans les lois de la nature, voire elle est prévue dès le commencement de l'univers. Et la réponse dans la dernière page de Jacques Monod, c'est de dire non, c'est pas une nécessité, c'est un hasard. Et finalement, aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il avait tort. La vie est une nécessité, elle est inscrite dans les lois de la nature, voire elle fait partie du grand plan de l'univers. Et c'est ça le sujet de Signe de vie. Ouais, c'est ça le sujet de Signe de vie. Puis ce que j'avais aimé dans Signe de vie, c'est que vous montrez également à quel point les scientifiques, dans leurs croyances scientifiques ou dans leurs croyances athées, eh bien parfois évacuent la question de Dieu parce que c'est une question qui est très gênante et très embêtante. Et ça, j'avais beaucoup aimé, effectivement. Alors pour avancer, je voudrais parler d'un autre livre qui est sorti l'année dernière et qui a été réédité en version poche cette année, c'est Âmes animales. Alors moi, je suis végétarien, donc je suis intéressé par ces sujets et j'étais content que vous sortiez un livre sur le sujet. Et du coup, ben, moi, j'ai appris quand même beaucoup de choses avec âme animale. Je savais pas que les corbeaux étaient aussi intelligents, je savais pas que les corbeaux utilisaient des outils. Donc c'est vraiment un livre que je conseille de lire et qui est très intéressant. Et ma question, en fait, elle est, eh bien, après ce livre, Signe de vie, après ce livre, Âmes animales, qui n'est d'ailleurs pas dénué de spiritualité également, hein. On sent de la spiritualité dans ce livre aussi. Vous me direz si j'ai tort. Et ma question, en fait, elle est, le travail que vous avez effectué pour le livre Âmes animales, est-ce que ça a modifié votre consommation de viande et votre rapport aux animaux, évidemment? Oui, bien sûr. En effet, je l'explique à la note finale de âmes animales que je suis une personne en général insensible aux animaux. Je ne comprends pas les animaux. Il y a des gens qui sont très sensibles. Mon frère, par exemple, il l'est. Mon grand-père maternel, il était un vétérinaire, alors il était très sensible aux animaux, mais j'ai pas cette sensibilité. Alors, j'ai arrivé aux animaux, pas par le cœur, mais par la tête, parce que j'ai étudié le sujet, j'ai étudié toutes les études sur l'intelligence, la cognition, les émotions des animaux, et j'ai commencé à comprendre quelque chose sur les animaux que je ne savais pas. Âme animale, un petit peu comme Immortel, euh, c'est un livre que, d'un point de vue philosophique, il pose une question. Et la question est celle-ci. Euh, Quand on parle aujourd'hui de l'humanisme, c'est un mot bienveillant. On dit oui, il est un humaniste, voire il est une bonne personne. Mais âme animale, comme immortel, nous présente les limites de l'humanisme.
Âme animale, surtout, nous dit, est-ce que l'homme, parce que l'humanisme, c'est l'homme est au centre de tout, et est-ce que Mm. l'homme est vraiment au centre de tout? Est-ce que l'homme est au centre de tout, en dépit du vivant, en dépit des autres? Est-ce que Ouais. nous avons le droit de nous imposer partout? C'est la question au cœur de l'âme animale. C'est une question philosophique profonde qui nous montre les limites de l'humanisme. Et c'est extraordinaire parce que l'humanisme, il y a ce côté noir qu'on trouve chez les âmes animales, mais on trouve aussi chez les magiciens d'Auschwitz et les manuscrits de Birkenau. Mm, Parce que mm. finalement, quand on y pense, le nazisme était une religion humaniste, dans le sens radical que l'homme était au cœur aussi du nazisme comme du communisme, voire le projet des nazis, c'est de créer le surhomme, le Übermensch. C'est un projet pour l'homme. Euh, Ouais. et alors, là aussi, on remet en question la question du humanisme. On trouve aussi les limites de cette conception bienveillante et évidemment immortelle qui nous parle de la fin de l'humanité. Quel est le destin de l'humanité? Est-ce que nous sommes euh, le produit final de l'évolution ou nous sommes seulement une étape dans l'évolution et quelque chose va apparaître plus tard pour nous remplacer. C'est aussi encore remettre en question l'humanisme. Alors, on trouve ces idées, ces limites chez âme animale d'une façon, chez le magicien d'Auschwitz d'une autre façon et chez Immortel dans autre façon. Alors avant de parler de Dragon Rouge pour lequel je vous reçois aujourd'hui, la femme au Dragon Rouge, je voulais rapidement vous poser une question justement sur Immortel. Et sur Immortel, la question était de savoir, eh bien, vous nous faites réfléchir à beaucoup de choses dans Immortel, notamment à tout ce qui a trait avec le transhumanisme et ces choses-là. Mais c'est surtout parce que c'est d'actualité. Vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle en fait dans Immortel. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce que vous pensez réellement, parce que c'est dit dans le roman, même si c'est sourcé, hein, vous sourcez beaucoup vos livres et on a des références, mais j'aimerais que les auditeurs écoutent, enfin en tout cas les spectateurs qui vont nous regarder écoutent et vous écoutent nous expliquer comment finalement l'intelligence artificielle comme ChatGPT, qui aujourd'hui eh bien fait du deep learning, c'est-à-dire qu'elle apprend toute seule, mais comment avec comment dire les possibilités avancées de calcul qu'on pourrait avoir dans les années à venir, comment, eh bien, peut-être les intelligences artificielles pourraient avoir une conscience. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Oui, Immortel touche à ce sujet. En effet, on montre premièrement comment une personne peut devenir immortelle, mais aussi comment un ordinateur peut devenir conscient. Euh, oui, il est possible, mais je pense que pas pour l'instant. Euh, pour, Il euh, manque de, pour il manque de que les capacité de calcul, ordinateurs... peut-être. Pardon? Donc, je disais, il manque de capacité de calcul, peut-être, pour arriver à cette Oui, non, conscience. c'est pas ça. C'est pas la capacité de calcul parce que un ordinateur a beaucoup plus de capacité de calcul que nous, en effet. Hmm. C'est plutôt euh, la capacité de choisir. Hmm. Et nous pouvons choisir un ordinateur, il est déterministe. Alors, et la réalité, elle n'est pas déterministe comme la physique quantique nous démontre. Il y a des physiciens tels que Roger Penrose qui disent que, en effet, la conscience est le résultat, et peut-être il a raison parce qu'il y a des nouvelles découvertes qui soutiennent cette idée, la conscience est le résultat de, euh, des effets quantiques dans le cerveau. Alors, puisque nous, par exemple, j'ai faim, je vais manger, c'est déterministe. Mais en effet, je peux à un certain moment dire non, je vais arrêter, je ne vais pas me manger. Et j'arrête. J'ai la capacité d'arrêter cette décision qui a été prise d'une façon presque déterministique. Et ça, c'est une décision, selon Roger Penrose, qui est le résultat des effets quantiques probabilistiques. Ce n'est pas déterministe dans notre cerveau. Alors, la question, les ordinateurs, ils travaillent
déterministiquement, automatiquement, mais mécaniquement, disons ainsi. Et il nous faut arriver aux ordinateurs quantiques pour qu'ils se réveillent dans la conscience. Et voilà pourquoi je crois que pour l'instant, non, parce que nous n'avons pas encore des ordinateurs quantiques, mais du moment que nous aurons, je pense que le jeu va changer. Et en effet le sujet immortel. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va passer au livre pour lequel on vous reçoit aujourd'hui. Donc, c'est La femme au dragon rouge qui est sorti le mois dernier et qui est un livre qui va nous parler de la Chine et plus précisément du Parti communiste chinois. Alors, dans La femme au dragon rouge, eh bien, je l'ai dit, c'est un livre qui va nous parler du Parti communiste chinois. Comment en êtes-vous arrivé justement à ce sujet? Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que c'est une continuité d'Immortel ou vous commencez à parler un petit peu du totalitarisme chinois dedans? Oui, bon, c'est un sujet différent, mais évidemment avec des liaisons avec d'autres romans, notamment Immortel, vous avez bien vu, mais aussi, par exemple, Le magicien d'Auschwitz et Le manuscrit de Birkenau, et aussi encore euh, la trilogie du Lotus, qui n'est pas traduite en français, sur, sur la philosophie politique. On voit les démocraties et les dictatures et comment, et qu'est-ce qui se passe et comment ces idées sont apparues. Alors, dans La femme au dragon rouge, nous avons ici, comme toujours, une histoire de fiction. Alors, il y a une femme, bon, la femme de Tomás Noronha, Maria Flor, elle est en Inde, à Amritsar, et elle voit euh, une femme qui demande secours, et bon, elle va l'aider, et finalement, elle est chassée par deux hommes, et finalement, les deux femmes sont enlevées par ces deux hommes. Et alors, notre héros, Tomasz, il va comprendre que sa femme a été enlevée, il va se rendre à Nantes, à Amritsar, pour essayer de trouver où est sa femme. Il va trouver là un Chinois qui s'est intéressé sur le cas et finalement, il va découvrir que le Chinois n'est qu'un agent de CIA américain. Et pourquoi est-ce que la CIA est intéressée sur ma femme? Il se pose la question. Il va comprendre que c'est pas sa femme qui intéresse la CIA, c'est l'autre femme qui demandait du secours. Et ça va nous amener, dans cette quête qui ira toucher au cœur du Parti communiste chinois. Et là, on touchera sur les plans du Parti communiste chinois, comment il cache ses plans et quels sont ses projets pour pas seulement pour son pays, mais pour tout le monde. C'est un livre qui est vraiment au cœur de l'actualité. J'ai commencé à l'écrire en janvier l'année dernière et j'avais prévu le publier seulement à la fin de cette année. Ouais. Mais un petit événement s'est déclenché le 24 février de l'année dernière et je savais que ce qui n'était pas clair, parce que ce que la femme au dragon rouge nous montre, c'est une réalité que avant l'invasion de l'Ukraine était cachée. Mais avec l'invasion de l'Ukraine, on comprend aujourd'hui que derrière la Russie, il y a un player, un joueur beaucoup plus dangereux que c'est la Chine, qui feigne être neutre, mais évidemment, on comprend très clairement maintenant son jeu. Et c'est pourquoi j'ai publié plutôt ce livre-là, parce qu'il va plonger au cœur de notre actualité. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment d'actualité et à plusieurs titres, à mon sens. Et déjà, au tout début du livre, eh bien, on commence par découvrir, en fait, eh bien, ce qu'il s'est passé entre les Ouïghours et les Chinois. Parce que, eh bien, on a tous écouté parler, il y a 2 ans, eh bien, de fortes tensions et de répression, du Parti communiste chinois sur la population ouïghour et plus largement sur les minorités ethniques en Chine. Et on se demandait tous un petit peu, nous qui suivons ça de loin, eh bien, ce qu'il se passait. Et c'est vrai qu'au début de La femme au dragon rouge, eh bien, tout ça nous est expliqué. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez rapidement, mais sans tout dévoiler du livre, mais rapidement nous expliquer, eh bien, voilà, comment sont apparues les premières tensions entre les Ouïghours et les Chinois, et si on en est encore aujourd'hui, eh bien, à cette, comment dire, à cet arbitraire qui envoie des minorités ethniques dans des véritables camps de concentration.
Oui, bon, alors, le roman va toucher effectivement aux questions des Ouïghours, et pas seulement les Ouïghours, les Kazakhs, les Ouïs, Les tout ça, Kazakhs. sont des minorités ethniques que, dans le discours officiel, tout est respecté, mais dans la réalité, c'est toute un autre affaire. La Chine est un pays avec des dizaines d'ethnies différentes, reconnues au moins, euh, mais évidemment, il y a une ethnie qui est dominante, qui sont les uns, qu'on appelle les Chinois, sont les uns. Les uns, on peut dire qu'ici, on applique le principe de George Orwell. Tous sont égaux, mais les uns sont plus égaux que les autres. Et c'est Hmm. ce qu'on va découvrir dans le roman. La Chine, sur toute l'âge du Parti communiste chinois, est un pays qui a plus d'une centaine de camps de concentration avec entre 1 million et 3 millions de personnes y fermées par des raisons ethniques. Ils ont une société de surveillance totale, comme on voit chez Immortel. Ils ont 1 milliard de caméras de vidéovigilance qui peuvent identifier chaque personne. Si la face est cachée, ils peuvent identifier la personne par la façon dont la personne marche. Et même, ils disent, ils peuvent, avec les réactions du visage, comprendre les idées politiques de chaque citoyen. C'est le système totalitaire le plus complet, le plus absolu de l'histoire de l'humanité. Plus que le système du Parti national-socialiste en Allemagne, plus que du Parti communiste Union soviétique, plus que du Parti communiste en Allemagne démocratique, voire l'Allemagne communiste. C'est vraiment grâce à ce système de surveillance électronique vraiment très puissant. Et ils utilisent des algorithmes pour identifier les gens par la couleur de la peau. Et ça, c'est vraiment le projet nazi. Ce qu'on trouve chez la Chine, avec ses camps de concentration, persécution des détenus, des pratiques de génocide, parce que génocide, c'est pas seulement, selon la définition des Nations Unies, c'est pas seulement jeter les gens dans des camps à gaz, non. C'est aussi d'empêcher un groupe ethnique de se reproduire biologiquement. Et avec des campagnes de stérilisation forcée des Ouïghours en Chine, on plonge directement sur la définition de génocide. En plus, aussi, la récupération de la pratique massive et avec la soutenance de l'État de l'esclavage, voire des gens qui sont forcés à travailler contre leur volonté sans rien recevoir. Et alors, toute cette réalité se pratique aujourd'hui, pas dans l'Allemagne des années 40 ou dans la Russie des années 50 ou 30 ou n'importe quoi. Non, ça se passe aujourd'hui, 2023, avec un des plus grands partenaires commerciaux de notre monde, de l'Europe, de la France, du Portugal, bon, de l'Occident. Et ce pays-là, avec ce régime, il a un projet expansionniste. Il veut devenir dominant dans le monde. Et évidemment, soit les Occidentaux, soit les Chinois, ça ne serait pas important, sauf que leur projet politique est vraiment très compliqué. Et si ces gens-là peuvent faire les choses qu'il fait à son propre peuple, qu'est-ce qu'ils feront aux autres peuples s'ils deviennent dominants? Et c'est là le sujet que touche la femme au dragon rouge et qui est finalement au cœur de notre actualité. C'est très intéressant. Alors, on va parler des relations internationales et de la manière dont la Chine déploie sa route de la soie et qui est en fait finalement pas un projet aussi gagnant-gagnant que cela. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est vraiment un petit sujet dans le livre, mais qui m'a beaucoup interpellé, c'est le fait que eh bien, les sociétés chinoises qui fabriquent la grande majorité de nos produits électroniques eh bien, mettent des puces espionnes dans nos produits et dans les produits qui sont vendus en Europe, en Occident, etc. Et c'est des puces qu'ils peuvent réactiver quand ils veulent pour capter nos données. Et ça paraît vraiment, voilà, ça fait peur et on se demande comment, eh bien, l'Europe et les États-Unis ont pu rester aussi naïfs aussi longtemps par rapport à ça. Oui, en effet, vous savez, il y a cette histoire aujourd'hui sur Huawei.
Mm. Bruxelles conseille tous les pays de l'Union européenne de ne pas avoir Huawei dans le système de 5G. Et évidemment, c'est le résultat, la peur que toutes les données sont, oui, que Huawei et ce système de 5G devient un système espion. Parce que, en effet, c'est la pratique du Parti communiste chinois. Par exemple, le Parti communiste chinois, très bienveillante, très positif, a donné à la OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et le bâtiment siège. Je pense que c'était à Addis Abeba. Alors, ils ont offert comme un cadeau du Parti communiste chinois à l'Afrique. Alors, très bienveillante. Puis un jour, la OUA a demandé à des techniciens français de venir à Addis Abeba parce qu'ils avaient des problèmes dans les ordinateurs. Et apparemment, quelqu'un travaillait très tard et à 3 heures du matin, il a entendu les ordinateurs faire des bruits étranges. Alors, les Français ont étudié ça et ont compris qu'à 3 heures du matin, chaque jour, les ordinateurs de OWA transmettaient toutes les données dans les ordinateurs pour Shanghai. Alors, en effet, tout le bâtiment était un bâtiment espion. Il a été donné comme un cadeau, mais il faisait l'espionnage. Et tout ce qui Ouais. se passe, on a découvert par exemple beaucoup d'ordinateurs que nous avons, soit des portables, soit de laptops, sont fabriqués en effet en Chine. C'est technologie occidentale, mais ils sont fabriqués physiquement en Chine. Et on a découvert qu'ils ont du spyware, voire des petits trucs d'espionnage cachés là-dedans pour nous Mm. écouter quand ils vont et quand ils veulent. Alors, évidemment, on le sait, ça se passe aussi en Occident par des raisons commerciales. Mais ici, c'est pas commercial, c'est politique. C'est pour nous surveiller et c'est pour nous manipuler et c'est pour, évidemment, prendre toute la technologie, la production intellectuelle de l'Occident. Mm. On est d'accord, il peut avoir développé euh, ces technologies, mais avec leur propre capacité, pas un espionnage et espionnage de tout, l'économie, des armes, toutes les technologies, bon, et ça, c'est très compliqué. Nous sommes devant un système totalitaire. Il faut toujours avoir ça dans notre esprit. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous montrez à quel point, eh bien, il y a une duplicité chinoise, c'est-à-dire que le Parti communiste chinois montre à l'Occident ce qu'il a envie de voir, c'est-à-dire qu'il est rond à l'extérieur et carré à l'intérieur. C'est ça que vous utilisez comme expression, c'est-à-dire qu'en fait, il se montre capitaliste à l'extérieur, alors qu'en réalité, ça reste un parti communiste avec des idées communistes et des idées totalitaires communistes. Ça, c'était très intéressant. Et puis, je voulais vous dire justement à ce dont vous parliez en partie, c'est la politique internationale de la Chine par rapport à l'Occident, mais par rapport à toutes les nations du monde. Et on voit que la Chine essaye de développer ce qu'elle appelle une route de la soie, et on s'aperçoit que cette route de la soie n'est pas en fait une simple route pour des rapports commerciaux gagnant-gagnant. On voit qu'il y a une véritable prédation, une véritable volonté coloniale et une véritable, oui, volonté coloniale du Parti communiste et de la Chine. Et on voit que, eh bien, par exemple, c'est la Chine qui détient la dette la plus importante de l'Afrique. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle est cette stratégie de la Chine pour soumettre les pays pauvres et puis pour peser sur, eh bien, la diplomatie mondiale dans le monde? Alors, le projet de la nouvelle route de la soie, c'est vraiment, première chose qu'il faut expliquer, et le roman y plonge un détail, c'est que toute la philosophie des expansionnistes chinoises est basée sur la période des États combattants, il y a plus de 2000 ans. Et l'idée, c'est, et on trouve chez Sun Tzu dans l'art de la guerre, qui a été écrit dans cette période-là, la période des États combattants. Et l'idée, c'est la guerre parfaite. Et une guerre, je veux faire la guerre, mais vous ne comprenez pas qu'il y a même une guerre. Ouais. OK?
Et c'est ça la guerre parfaite. Du moment que je suis en train de vaincre, c'est là que je vais montrer mes intentions. C'est la duperie, la dissimulation. Toute la guerre est basée sur la dissimulation. Mais le concept stratégique chinois est le plus basé sur la dissimulation que les autres. Alors, ils cachent toujours leurs intentions jusqu'au moment où ils sont en train de gagner la guerre. Et là, ils montrent leurs intentions. Alors, la nouvelle route de la soie est un instrument de guerre. Comment ils font les choses? Ces temps-ci, par exemple, ils sont arrivés au Sri Lanka. Ils avaient besoin de contrôler le Sri Lanka parce que le grand rival de la Chine en Asie, c'est l'Inde. Et le Sri Lanka, euh, 90% du commerce externe de l'Inde passe près de Sri Lanka. Alors, ils ont trouvé un coin, ils ont étudié un projet pour construire un port au Sri Lanka. Et ils ont fait, et c'est vraiment ce qu'ils ont fait, ils ont étudié si le projet il était soutenable du point de vue économique. Et ils ont arrivé à la conclusion, il n'est pas soutenable du tout. Alors, c'est un bon projet pour investir. Ça ne fait aucun sens dans un système capitaliste, mais ça fait du sens dans un système de domination. Alors, ils ont proposé au Sri Lanka, on va vous construire un port extraordinaire. Ça sera la solution pour tous vos problèmes. Ils ont donné de l'argent, des milliards, évidemment, une partie est allée dans un paradis fiscal quelconque pour le président ou le premier ministre ou n'importe qui. Et puis, ils ont construit le port de Hambantota, dont le bouquin parle. Mais ça, c'est un exemple, ça se passe partout. Ils soutiennent des projets qui ne sont pas soutenables économiquement. Et pourquoi? Alors, le port a été construit et soudain, il n'y a pas des bateaux là. Aucun bateau arrive. Ouais. Le port est vide. Alors, il ne produit pas de l'argent pour payer la dette, qui était effectivement l'objectif initial. Et Ouais. alors, la Chine va dire, mais il vous faut payer la dette. On vous a aidé, nous sommes très bons et on vous a aidé, mais il faut payer la dette parce que nous avons aussi nos responsabilités. Et les gens de Sri Lanka ont dit, mais nous n'avons pas de l'argent, il n'y a pas de bateaux qui viennent ici, c'est pas économiquement soutenable. Et là, le Parti communiste chinois va dire, bon, nous sommes très bienveillants envers vous, alors vous nous donnez le port et la dette est payée. Et alors, Ouais. ainsi, ils ont pris un morceau de Sri Lanka avec le financement d'un projet qui n'était pas soutenable. Et maintenant, ils peuvent amener la marine de guerre chinoise pour le port d'Ambotota pour contrôler l'Inde. Vous comprenez? Ils ont fait Ouais. la même chose au Pakistan, ils font la même chose en plusieurs d'autres coins. Ils donnent toujours de l'argent pour des projets qui ne sont pas économiquement soutenables, pour prendre ces pays dans le piège de la dette et ainsi soumettre ces pays à leur volonté. Et, et c'est vraiment le projet. Alors, c'est un projet néocolonial déguisé en choses très positives. Et dans cette duperie, dans cette dissimulation, il nous faut rendre compte d'une chose. Il ne faut pas prendre attention à ce qu'il dit, parce qu'il utilise toujours des mots bienveillants, des mots positifs. Ah, on cherche l'harmonie, la prospérité commune, l'harmonie universelle, tout ça. Non, il ne faut pas prendre attention aux mots. Il ne faut prendre attention aux actes. Quelles sont les actions? Parce qu'il parle pas par les mots, mais par les actions. Les paroles, elles n'existent pas pour exprimer la vérité, mais pour la cacher. Et c'est ça l'art de la guerre, la dissimulation. C'est vrai. Et donc, un autre point qui également m'a interpellé dans ce livre, dans ce magnifique livre, qui est là pour nous réveiller, je crois. Ce livre est là pour nous réveiller. Et ce point qui m'a alerté, c'est la militarisation et comment dire le budget de l'armement chinois. C'est-à-dire que les Chinois sont en train de s'armer comme jamais ça n'est arrivé
et la Chine a une armée qui pourrait, c'est en tout cas la thèse que vous émettez dans le livre, qui pourrait détruire, gagner contre l'Occident, qui pourrait détruire l'Occident. Est-ce qu'on en est vraiment là? Est-ce que c'est vraiment à ce point? Ils sont en train de développer une armée formidable en tant que ressources humaines. Ils ont beaucoup de soldats, ça c'est clair. Ça a Ça, été c'est toujours clair. comme ça. Technologiquement, ils ont fait de l'espionnage industriel pour copier les systèmes d'armement américains surtout. Euh, le J-22, par exemple, l'avion le plus développé, ils ont copié et plusieurs d'autres. Ils ont commencé à faire des je ne sais pas dire en français, en anglais, on dirait aircraft carriers. C'est porte-avions. Euh, Ouais, Porte-avions, OK. ouais, Des porte-avions en cachette, ils ont commencé à faire ça. Maintenant, ils ont une marine plus grande que la marine américaine. Dans ouais, les jeux, je l'explique dans le roman, dans les jeux de guerre au Pentagone, on a ouais, trouvé que l'Amérique gagne toujours, sauf quand l'adversaire est la Chine. Et là, la ouais, Chine c'est gagne. ça. Et c'est Ouais, compliqué. Il y a bon, des militaires qui disent qu'on n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais on est proche. Il y a des autres qui disent qu'on l'a déjà dépassé. Les Chinois, ils croyaient qu'ils avaient déjà dépassé ce point-là. Et c'est le moment où ils ont commencé à montrer leurs intentions d'une façon plus ouverte. En plus, puisqu'ils sont communistes, ils ne comprennent pas le capitalisme. Avec la, ils dissimulaient toutes ces intentions. Ils feignaient être très humbles. Oh, on veut apprendre avec l'Occident, vous irez nous enseigner. C'était une dissimulation, évidemment. Et avec la crise de 2009, avec la chute de Lehman Brothers, la crise de l'euro en Europe et tout cela, ils ont cru, en tant que communistes, que c'était la chute du capitalisme qui a été ouais, prévue dès le 19e siècle et finalement, elle est arrivée. Alors, ils ont vraiment cru au Parti communiste chinois que c'était l'Occident qui tombait. ouais, Et c'est pour cet instant-là qu'ils ont commencé à montrer leurs intentions. Ils sont devenus beaucoup plus agressifs. Et c'est pourquoi la guerre en Ukraine joue un grand rôle. Parce que la guerre en Ukraine a montré à la Chine qu'effectivement, l'Occident n'est pas mort. Euh, ouais, ils croyaient, comme Hitler, comme Lénine, comme Staline, comme Mussolini avant, il croyait que les démocraties sont en décadence. Et c'est l'idée libérale, de la liberté, tout ça, ça va plonger. Et le futur, c'est pour eux. Ce sont les croissances qu'ils avaient dès les années, bon, 19e siècle, et puis plus tard, ils croyaient toujours, quand on entend les discours de Hitler, Mussolini, Lénine, Staline, Mao, tout ça, ils parlent toujours de la décadence de l'Occident qui est imminente. Car Marx, il parlait de la chute du capitalisme qui était imminente. Et ouais, finalement, ne s'est pas produit. Et avec la guerre en Ukraine, ils comprennent que euh, c'est pas vrai. Pour ouais, l'instant, ils croient, évidemment. Ils croient, non, non, un jour, ça va se passer. Un jour, on ne sait jamais ouais, quand, mais ça va se passer. Et ouais, c'est pourquoi cette guerre a montré à la Chine un autre visage du, de l'Occident, de l'Occident libéral, des démocraties libérales. L'autre jour, je parlais avec un Ukrainien à propos de cette crise en Russie avec Prigozhin et tout ça, ouais, et je lui disais, les démocraties, elles semblent faibles parce qu'on discute à tout l'instant, on se dispute et tout ça. Elles semblent ouais, faibles, mais elles sont finalement ouais, très fortes. Tandis ouais, que les dictatures, elles semblent fortes, mais ouais, finalement, elles sont très faibles parce ouais, c'est qu'elles vrai. vivent dans le mensonge. Ce sont des sociétés de mensonges. On pensait que la Russie était très forte, très forte. Du moment qu'ils ont envahi l'Ukraine, on a compris qu'ils finalement sont des tigres de papier. Parce que, puisqu'ils sont des sociétés de mensonges, ils mentaient à eux-mêmes aussi. Ils croyaient avoir une puissance qui n'était que dans leur imagination. Et dans les sociétés démocratiques, en dépit de tous ces problèmes qu'on a, et on le comprend très bien, au moins, parce qu'on se critique à tout l'instant, on trouve toujours des problèmes.
Et on a la capacité de, puisqu'on trouve les problèmes, les résoudre ou traiter ces problèmes d'une façon quelconque. Dans une dictature, on ne peut pas toucher aux problèmes. Et alors, les Ouais. problèmes, ils s'approfondissent. Et c'est la faiblesse des dictatures. Et c'est la puissance des démocraties. La capacité de critiquer de, continuellement, persistantement, et ainsi toucher au problème et résoudre chaque problème. Et après, quand on résout un problème, on va trouver un autre problème et on continue comme ça. Et c'est ça l'évolution d'une société démocratique. Et c'est intéressant car à la fin de La femme au dragon rouge, on voit ce dialogue entre les deux femmes, Maria Flor et Madina. Et Maria Flor, elle va dire, parce qu'elle Madina, qui est la Ouïghour chinoise, elle se plaigne de tout ce qui s'est passé. Et Maria Flor, vient d'une démocratie libérale, elle va dire, mais non, nous aussi en Occident, nous avons beaucoup de problèmes, ce qui est vrai. Nous avons de la corruption aussi et tout ça. Et Madina, elle regarde et dit, mais vous êtes des enfants des gâtés, vous êtes des enfants gâtés, vous avez tout et vous ne donnez pas de valeur à tout ce que vous avez. Et nous n'avons rien, nous n'avons aucune liberté, nous sommes persécutés et nous comprenons la valeur de ce que vous avez. Et vous, que vous l'avez, vous ne comprenez pas cette valeur. Vous essayez de faire l'égalisation entre votre démocratie et notre dictature. Ils ne sont pas égales. Ce sont des choses tout à fait différentes. Seulement des enfants gâtés peuvent raisonner comme ça. Et je pense que c'est un dialogue très important parce qu'il nous amène, il nous fait comprendre que, écoutez, j'écoute souvent des discours pour la défense de la démocratie et vraiment ça m'agace quelquefois parce que ce sont des clichés, vraiment, mais il y a de la vérité derrière. Et dans ces moments, comme dans la guerre en Ukraine, quand on comprend ce qui se passe en Chine, on comprend finalement que derrière ces clichés qu'on entend souvent, il y a une profonde vérité. Notre société libérale, il est beaucoup plus saine que ces sociétés-là, qui sont vraiment malades. D'accord. Merci beaucoup. Dernière petite question sur toujours la femme au dragon rouge, c'est que vous nous avez montré que eh bien il y a une duplicité chinoise et qu'ils cachent leurs intentions. Ils cachent leurs intentions à l'international. Ils cachent ce qu'ils font aux minorités à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la Chine. Et ils volent également nos technologies, ils volent les technologies occidentales grâce à du hacking, au fait que eh bien, les Occidentaux eux-mêmes ont mis des usines en Chine et donc il y a eu des transferts de connaissances. C'est-à-dire qu'en gros, toutes ces années, ces dernières années, on va dire ces 30, 40 dernières années, il y a eu une naïveté de l'Occident face à la Chine. Est-ce que vous pensez que eh bien, l'Occident s'est réveillé et est-ce que votre livre est là pour nous réveiller un petit peu tous aussi? Oui, je pense qu'aux États-Unis, on a compris plutôt qu'en Europe, le problème du défi chinois. En Europe, ça a commencé vraiment, vraiment avec la guerre en Ukraine. Lorsque la guerre s'est déclenchée, le Conseil européen, où sont les chefs d'État et de gouvernement, s'est réuni et pour la première fois, tous les portables ont été laissés dehors la porte, dehors le salon. C'est pas parce que on comprenait vraiment l'enjeu. Alors, je dirais oui. Je pense que du point de vue du leadership, on comprend déjà le problème. Il se pose la question qu'on appelle, c'est cette expression anglaise, decoupling, voir notre économie avec l'économie chinoise, elle est attachée une à l'autre, il faut la détacher, faire le Ouais, decoupling. Et ouais, c'est pas facile. Euh, ça va être un processus compliqué. On parle aussi, bon, on ne va pas faire un decoupling total, mais on va faire un de-risking, voire couper les risques. Comme on avait avec ouais, la Russie, on était trop dépendant du pétrole russe et parce on croyait qu'avec la coopération, on pouvait amener la Russie à la démocratie et ce n'était que des fantaisies. On a compris finalement. Les dictateurs, ils raisonnent d'une façon différente. Euh, pour eux, ils ont beaucoup de l'argent déjà. Ce qu'ils veulent, c'est la gloire, la puissance et tout ça. Avoir son nom dans l'histoire comme Pierre le Grand ou comme quelqu'un, l'empereur Ming en Chine ou n'importe quoi. Ils ont des rêves de grandeur.
Alors, leur façon de raisonner, c'est pas comme en Occident où nous avons des dirigeants qui sont là pendant quelques années, puis on va les remplacer. Et alors, cette compréhension du problème, elle est là. Et à cet instant, on essaie de faire le de-risking, voire couper les liens où il y a des risques très grands. Et un de ces risques est évidemment l'exportation de, de la technologie pour la Chine, au-delà de l'espionnage qui existe. Euh, on trouve, par exemple, que beaucoup de compagnies, ils ont un échange pour l'accès au marché chinois, ils ont donné leurs secrets. Et vous savez Ouais, ce qui s'est passé? Ils n'ont pas, eux, jamais accès au marché chinois. Ou, il faut dire d'une autre façon, ils ont, eux, accès au marché chinois, mais puis, l'argent qu'il fait en Chine, il ne peut pas le ramener cet argent pour l'Occident. Il y a ouais, des barrières. Alors, c'est comme si l'argent n'existe plus pour ces ouais. compagnies. Alors, c'est un mirage. C'est ce qu'on a, on commence à comprendre. Et alors, oui, il y a un mouvement qui s'est déclenché avec la guerre en Ukraine. C'est pourquoi je dis toujours, quand j'écoute des gens qui disent, oh, la Chine est un gagnant de la guerre. Non, non, elle est perdante. La Chine est perdante. Parce que la guerre, en Ukraine, elle a réveillé l'Occident pour les menaces des dictatures telles que la russe et la chinoise. D'accord. Eh bien, écoutez, je ne saurais que conseiller à ceux qui nous regardent, eh bien, de lire La femme au dragon rouge, un livre vraiment d'actualité, vous l'avez vu, qui parle de tout un tas de sujets d'actualité et qui nous permet de véritablement comprendre en profondeur l'actualité. Donc, c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire et que j'ai beaucoup aimé. J'ai trois petites questions beaucoup plus légères à vous poser. La première, c'est est-ce que vous avez un livre en cours? Est-ce que vous êtes en train de nous préparer un nouveau livre? Oui, alors, j'ai, euh, je vais publier un livre en octobre en 13 pays, dont la France, un de ces pays, ou disons la langue française, parce que c'est aussi la Suisse, la Belgique Ouais, et le ouais, Québec. Et ce bouquin-là, il est déjà prêt. ouais. Euh, et puis, euh, je suis en train d'écrire un autre roman qui va apparaître en langue française, je pense, au printemps 2025. Alors, ça va D'accord, encore prendre quelques temps. Mais je travaille d'accord. toujours avec anglais. Comme La femme au dragon rouge, elle était prévue pour la fin de cette année, et c'est seulement la guerre qui m'a forcé à le publier plus tôt que prévu. D'accord. Question suivante, c'est une rumeur que j'ai vue, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous en dire plus. J'ai cru voir que nous allons avoir Christophe Colomb, votre livre Codex 600, 600, 600, Euh, 32. 632, qui devrait sortir en film. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette rumeur est vraie? Oui, en effet, c'est pas un film, c'est une série de Ah, c'est une série, d'accord. télévisée. En effet, on m'a envoyé, même aujourd'hui, justement aujourd'hui, je vais vous montrer, euh, ça, on m'a envoyé la couverture d'un magazine qui s'appelle Drama Quarterly. Je sais pas si on peut voir ça. Drama Ouais, on voit Quarterly. très bien. C'est Codex, alors c'est la série avec ça, c'est cet hommage là. Et c'est le premier épisode qui va sortir. Ça sera en 6 épisodes. Ça va être distribué en Europe. Et bon, et voilà. Alors, ça sera le premier hommage qui va sortir en télévision. Eh ben, en espérant qu'il y en ait d'autres qui suivent. Parce que Thomas, il a eu beaucoup d'aventures très intéressantes. Une autre question, qui sera l'avant-dernière question, c'est tout simplement de savoir pourquoi vous choisissez le roman pour nous informer, parce que vos livres sont une occasion d'apprendre et d'apprendre beaucoup. Mais du coup, au lieu de faire des essais, au lieu de faire des livres de non-fiction, eh bien, vous faites des romans. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une façon beaucoup plus intéressante d'apprendre les choses. Je dis Mmh, toujours que mes romans ne sont pas des passe-temps, ils sont des gagne-temps. Voire, on passe le ouais, temps, évidemment, parce que on lit une histoire, on a envie de changer la page pour voir ce qui va se passer après, tout ça. Mais tandis on passe le temps, on gagne le temps dans le sens qu'on apprend des choses. Alors, et on ouais, apprend des choses pas d'une façon ennuyante, lourde, comme dans un essai, mais plutôt avec une histoire, soit d'espionnage, un thriller, un polar. Euh, et ça, je pense que c'est
vraiment la grande puissance de la fiction, la capacité de, par le biais d'une histoire, nous amener à réfléchir sur notre monde. Et c'est ça, à mon avis, le plus important rôle de la littérature. Eh bien, ça marche merveilleusement dans vos romans. Une dernière petite question et puis ce sera la fin de l'entretien. Simplement, mis à part tous vos livres que je conseille à la lecture, est-ce que vous avez des livres que vous nous conseillez de lire? On me pose souvent cette question. C'est très difficile, voire impossible de répondre parce que vous voulez dire de mes bouquins. Hmm. Ça dépend des intérêts de chaque personne. Si une personne elle est plus intéressée sur la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le magicien d'Auschwitz et le manuscrit de Birkenau. Si vous êtes intéressé sur les animaux, âmes animales. Si vous êtes Ouais. intéressé sur l'intelligence artificielle immortelle. Si vous êtes intéressé sur la religion, l'ultime secret du Christ, c'est furie divine. Si ça vous intéresse, la biologie, évidemment, signe de vie. Alors, chaque roman, la philosophie, ça sera la formule de Dieu, évidemment, mais aussi immortel, mais aussi âme animale, mais aussi signe de vie, mais aussi le magicien d'Auschwitz. Alors, ou par exemple, la philosophie esthétique chez l'homme de Constantinople. Alors, ça dépend vraiment des intérêts de chaque personne. Si on a un certain intérêt sur un certain sujet, bon, je conseille tel bouquin. Si on a un autre intérêt sur un autre sujet absolument différent, bon, un autre roman. Ça dépend des intérêts. D'accord. Eh bien, écoutez, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, José Rodriguez dos Santos. C'était vraiment très agréable et très sympathique de votre part. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur avant de terminer cet entretien? Ça dépend. Juste faire un petit coucou à ma fille Angel qui vous aime beaucoup. Coucou. Merci beaucoup. Je vous Merci souhaite une Cyril. excellente journée. Merci à vous et à Au très revoir. bientôt et j'ai hâte de vous lire à nouveau.